Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Alors la séance d'aujourd'hui portera sur une étude du texte concernant le 48e chapitre du roman à thèse intitulé Le dernier jour d'un condamné de son auteur Victor Hugo. Donc, mes chers élèves, durant cette séance d'étude du texte, nous allons reconnaître et étudier le roman à thèse de son auteur Victor Hugo, étudier le réquisitoire contre la peine de mort, étudier l'aspect sadique de la société buveuse du sang. Alors, on se basera sur le 48e chapitre, extrait du roman à thèse Le dernier jour d'un condamné. Nous allons commencer par une situation de passage. Alors, vous êtes amenés, mes chers élèves, à préciser l'auteur, le genre de texte, le type de texte, date de parution, époque de l'écriture, la focalisation et le cadre spatio-temporel. Alors, l'auteur, c'est Victor Hugo, né en 1802 à Besançon et décédé en 1885 à Paris. Le genre de texte est un roman à thèse. Le type de texte est un apologue. Je rappelle que apologue, c'est un texte narratif à visée argumentative. Lors de l'examen régional, si on vous demande le type de texte, vous dites apologue. Après, mes chers élèves, on aura bien entendu l'époque de l'écriture, c'est le règne du roi Charles X, la focalisation interne, le cadre spatio-temporel à 3 heures de l'après-midi à l'hôtel de ville. On passe maintenant à la situation de passage. Je rappelle que la situation de passage doit comporter 3 parties essentielles. D'abord, un cadre général de l'œuvre, plus l'événement antérieur par rapport à l'extrait étudié, et ensuite on termine avec une idée générale du passage en question. Alors, si on souhaite situer le 48e chapitre par rapport à l'œuvre, on peut obtenir ceci. Ce passage est tiré du roman à thèse intitulé Le dernier jour d'un condamné de son auteur Victor Hugo, écrit en 1829. Cet extrait vient juste après la dernière rencontre entre le narrateur et sa fille à la conciergerie, à quelques heures de son exécution. À 3 heures de l'après-midi, on lui commence sa toilette, puis il sera conduit à la place de grève sous les acclamations de la foule. Alors on passe maintenant, mes chers élèves, aux axes de lecture. Durant, bien entendu, cette leçon, nous allons analyser ce chapitre selon 3 axes majeurs. D'abord, la toilette du condamné. Alors, le trajet de la conciergerie à l'hôtel de ville est passé sous silence. On remarque ici que le narrateur n'a pas décrit le voyage de la conciergerie à l'hôtel de ville comme c'était le cas de la description qui était faite déjà du premier voyage qui était de Bicêtre à la conciergerie. Alors, on parle d'une ellipse narrative. L'adjectif exécrable suffit pour traduire l'horreur du voyage. Ensuite, la chambre de l'hôtel de ville est assimilée à un théâtre où le condamné va apparaître comme un acteur devant une foule aux spectateurs qui assistera à son égorgement. Notre condamné sera assisté par le prêtre, les gendarmes, le bourreau accompagné de ses 2 valets et le journaliste. La toilette du condamné est pratiquée en 3 parties. Rappelez-vous, mes chers élèves, première partie, la coupe des cheveux, la deuxième partie, l'habillement, troisième partie, l'enchaînement et puis la conduite du condamné dans son char mortuaire à grève. Deuxième axe de lecture, la foule buveuse du sang. Vous savez très bien, mes chers élèves, que la plus grande partie de ce chapitre va se porter sur la description dévalorisante de cette foule complice dans ce meurtre, dans ce châtiment et cette punition barbare commise par la justice contre l'humanité et contre la vie d'un être humain. Donc c'était la thèse la plus défendable par l'auteur Victor Hugo dans ce chapitre. C'est dans ce sens que nous allons constater que la foule est constituée d'hommes, de femmes et même d'enfants. Cela veut dire qu'aucune catégorie sociale n'est exclue. Victor Hugo est en train de dresser un réquisitoire
contre la société qui encourage la peine de mort. Les enfants sont familiarisés avec le bourreau, parmi les passages les plus marquants dans ce chapitre. Ensuite, le narrateur personnage se fait au préalable une idée dévalorisante sur la foule avant de la rencontrer. Regardez, le passage qui illustre cette déduction, c'est l'horrible peuple qui aboie et m'attend et rit. Aboie, m'attend et rit. Vous avez une énumération qui montre le côté ou bien l'aspect sadique de cette foule indifférente et insouciante vis-à-vis de la souffrance et de la torture morale d'un condamné à mort. Ensuite, l'hyperbole, un frémissement qui ondulait, c'était la rivière, mais à dérir. Les 1000 têtes hurlantes du peuple, une mer de têtes, criaient 1000 bouches. Alors, cette hyperbole, bien entendu, a un effet recherché qui représente, bien entendu, la cruauté et l'indifférence de la foule face à la torture morale du condamné à mort. Ensuite, cette même foule a transformé ce moment horrible et tragique en un spectacle joyeux. Le voilà, il sort enfin. Donc il n'attendait que cela. Cela montre vraiment ce côté cruel, horrible et je dirais même sadique de cette foule, buveuse du sang. Ensuite, le dernier point qui concerne ce deuxième axe de lecture, on pourrait déduire que cette foule est complice dans ce massacre. Ça veut dire qu'elle participe avec la justice dans ce massacre contre la vie humaine et contre, bien entendu, ce condamné à mort, à cause de son encouragement et son sadisme. Et si Victor Hugo emploie un réquisitoire, je rappelle, c'est un texte argumentatif qui attaque et qui accuse les responsables d'un crime. Et ici, Victor Hugo utilise des arguments, et des exemples et une description dévalorisante qui prouve clairement que cette peine de mort était appuyée et défendue également par la société, dans lequel, alors je répète que Victor Hugo emploie un réquisitoire dans lequel il accuse la société qui banalise la vie humaine. Le dernier point sur lequel nous allons nous attarder pour mettre le point sur l'état d'âme du condamné à mort. Alors, parmi les traits distinctifs de ce condamné à mort durant ces dernières heures avant son exécution, c'était bien entendu son aspect machinal. Il est devenu un automate, ça veut dire qu'il n'avait aucun contrôle sur soi-même et il n'avait aucun pouvoir de décider ou bien de choisir. C'était ça le grand malheur de ce condamné. Les expressions suivantes qu'on a extraites de ce chapitre sont exposées ici sur le diapositive. Comme vous pouvez le remarquer, mes chers élèves, on m'a déposé ici, on m'a monté ici, ils m'ont fait traverser leurs corridors et descendre leurs escaliers, ils m'ont poussé, ils m'ont dit de m'asseoir, etc., etc. Alors, la troisième personne de l'absence, on et il, bien sûr, l'adjectif possessif leur, la forme verbale, faire descendre, faire traverser, faire s'asseoir, d'accord? C'est une forme qui ressemble à la forme passive. Ça veut dire que l'action, le sujet ne fait pas l'action, il subit l'action. Le verbe pousser, tous ces moyens linguistiques montrent que le condamné subit les horreurs de la justice sans agir. Il est comme un automate, un robot. Donc on pourrait dire, regardez l'expression qui disait que mes yeux lisaient machinalement. Ça y est, il a perdu son humanité, il a perdu son pouvoir de décider. Ensuite, devant ce paradoxe entre cette foule joyeuse, glapissante et hurlante et sa situation tragique, notre condamné à mort éprouvait une torture morale insupportable. L'horreur m'a pris violemment, comme le disait lui-même, d'accord? Ensuite, un autre point très important qui reflète l'état d'âme du condamné, c'est la présence du champ lexical de la peur qui reflète la douleur du condamné. J'ai tremblé, mes coudes ont tressailli, j'ai frémi de cette dernière. Vous tremblez de froid, hélas, pas seulement de froid, d'accord? Ensuite, on pourrait même dire que le narrateur se moque de cette foule. Là, vous avez un registre ironique par excellence. C'est une foule impitoyable et sanglante en employant un registre ironique. La main de l'exécuteur a tremblé. Monsieur, pardon, est-ce que je vous ai fait mal? Alors, ces expressions ironiques, l'apathie des personnels, montrent l'apathie des personnels et montrent l'horreur de cette société
D'accord? Face à l'existence humaine, on pourrait dire que la justice et la société à l'époque banalisent la vie humaine. Et finalement, ce chapitre est un réquisitoire par excellence contre la société et l'exécuteur de la justice qui vulgarise l'idée de la mort, qui veulent propager l'idée de la mort, qui veulent rendre le fait de tuer quelqu'un, de ôter la vie à quelqu'un, un geste tout à fait banal. Or, c'était l'idée que Victor Hugo voulait chasser. C'est la thèse que Victor Hugo voulait bannir et que voulait abolir coûte que coûte. Alors, je répète que les exécuteurs et la société veulent vulgariser l'idée de la mort et de la barbarie au lieu de celle de la vie et du pardon. Finalement, on pourrait dire que le 48e chapitre, c'est un réquisitoire clair et net contre la société qui est un complice et qui participe dans ce crime commis au nom de la justice contre la vie humaine. Également, c'est un discours argumentatif contre le système judiciaire qui favorise la mort, qui encourage la punition sanglante au lieu de celle qui pourrait éduquer et qui pourrait protéger la société. C'est dans ce sens et dans cette perspective que Victor Hugo, dans ce chapitre-là, nous dépeint un tableau dévalorisant de cette horreur, de cette cruauté commise au nom de la justice contre la vie humaine. Je rappelle que la thèse défendable et principale de Victor Hugo reste que tout condamné à mort, quel qu'il soit son crime, ne méritera jamais la peine de mort. Rappelez-vous cette thèse, mes chers élèves, et c'est dans ce sens que, bien entendu, l'auteur va terminer son œuvre avec un dernier chapitre qu'on étudiera, Inch'Allah, prochainement. Sur ceci, je vous dis, restez chez vous, protégez-vous bien. Merci pour votre attention et à très bientôt. Votre professeur Lessel vous remercie infiniment. Assalamu alaikum wa rahmatullah.